Bonsoir à tous, bienvenue pour ce deuxième webinaire de notre série de 4 sur les données de santé. Je suis en charge de la coordination du CIRIC à l'Institut Curie et je suis actuellement avec Dominique Sopaglione, que vous ne voyez pas à l'écran tout de suite, mais qui est au bout de la salle. Dominique est responsable du service de génétique à l'Institut Curie. Elle est également en charge de la commission institutionnelle d'éthique et elle est en charge du groupe de démocratie en santé du CIRIC. Et ce soir, nous accueillons Catherine Bourguin, qui est tout de suite à ma part. Et Catherine est directrice de recherche interne, généticienne, sociologue et directrice du CERMES 3. Alors, CERMES 3 pour Centre de recherche médecine, sciences, santé, santé mentale et société. Et avant de démarrer ce webinaire, il nous a semblé important de faire une petite introduction de rappel pour vous redonner des éléments de contexte. Donc, pourquoi et comment ces webinaires, comment on est arrivé là. Donc, en fait, cette série de webinaires sur les données de santé a été initiée par le groupe de démocratie en santé du CIRIC. Alors, pour ceux qui n'ont pas pu participer au premier webinaire, je vais juste rappeler ce que c'est que les CIRIC. Donc, CIRIC, site de recherche intégré sur le cancer. Donc, les CIRIC sont des sites labellisés par l'Institut national du cancer. Donc, des sites qui regroupent en leur sein une grosse activité de recherche et également une grosse activité de soins. Et donc, le label CIRIC est obtenu sur la base d'un appel d'offres compétitif. Il y a 8 CIRIC en France actuellement. Et donc, les CIRIC portent de gros programmes de recherche. Ils développent également des actions structurantes pour le développement de la recherche translationnelle en cancérologie. Et parmi leurs missions, ils doivent également développer des actions de démocratie en santé. C'est ce qui nous amène ici. Donc, pour développer ça, à l'Institut Curie, nous avons mis en place un groupe de travail donc, qui est dirigé, comme je le disais tout à l'heure, par Dominique Sopaglione. Ce groupe rassemble des cliniciens, des chercheurs et des représentants de patients. Et donc, depuis le démarrage du CIRIC, nous avons travaillé ensemble pour identifier des thématiques importantes dans un contexte de démocratie en santé, dans le cadre des CIRIC, c'est-à-dire un contexte de démocratie en santé, de recherche en cancérologie. Et très rapidement, au cours de ces travaux, nous avons identifié les données de santé comme étant un thème important dans un contexte de démocratie en santé. Donc, nous avons mené une réflexion initiée en fait par les représentants de patients du groupe de démocratie en santé sur la portabilité des données et plus précisément sur l'implication des représentants de patients en l'utilisation de leurs données de génomique. Et au cours de ces réflexions, il nous est à tous apparu que cette thématique des données de santé était très complexe, elle soulevait beaucoup de questions, et il nous est apparu important d'organiser cette série de webinaires pour montrer cette complexité, et puis également pour pouvoir échanger avec les patients, leurs représentants, le public, avec vous. Donc voilà ce qui nous amène ce soir. Écoute, je pense que Dominique, je vais te donner la parole pour l'animation. Bonjour à tous. Donc sur l'animation, en fait, c'est juste d'aller faire cette animation à travers les questions que vous allez poser, les commentaires que vous pourrez faire. Donc je voudrais juste rappeler quelques règles du jeu entre guillemets. Donc ce webinaire, il va avoir 2 temps, un temps d'exposé avec Catherine Bourguin. Donc là, je vous demande vraiment d'avoir caméra et micro éteints. Vous pourrez, lors donc, de cette première partie, ou pour la première partie, dans le fil de la conversation, poser des questions, voire faire un commentaire. Et puis, deuxième temps, après l'intervention, donc, au bout d'une vingtaine de minutes, donc là, vous pourrez avoir caméra ouverte ou fermée, comme vous le souhaiterez. Par contre, micro coupé, sauf quand, bien sûr, vous prendrez la parole. Et donc, n'hésitez pas à ce moment-là, prendre la parole, vous levez la main et on la donnera au fur et à mesure des mains levées. Donc là, vous pourrez poser des questions ou encore faire des commentaires. Et puis, dernier point que je voulais souligner, c'est que c'est enregistré. Donc, l'ensemble du webinaire est enregistré. Voilà, tout simplement que vous le sachiez. Voilà, bon webinaire. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je vais donc aujourd'hui traiter la question qui a été choisie donc, par le groupe de préparation, qui est la suivante: mes données de santé, pourquoi faire, pour moi et pour les autres.
Alors, je vais vraiment partir de cette question en commençant par revenir sur les contextes et les raisons pour lesquelles on peut collecter des données de santé. Et pourquoi je veux vraiment prendre le temps de revenir sur cette question, c'est parce que je voudrais insister sur ces contextes de collecte de données impactent le type de données que l'on va collecter et évidemment ce qu'elles vont renfermer ou non comme information. Parce qu'à chaque fois, on va décider de garder certaines informations ou plutôt d'autres. Hein. Dans certains cas, on va utiliser des grilles très standardisées pour recueillir des données, et puis dans d'autres, il va falloir qu'il y ait un travail de standardisation plus tard. Selon les situations, on va avoir un niveau de précision de données variable. Je prendrai qu'un exemple, celui du fait de fumer, par exemple. On peut avoir comme réponse fumeuse, non fumeuse, ou fumeur, non fumeur. On peut avoir moyen ou gros fumeur, et puis on peut avoir consomme en moyenne 20 cigarettes par jour ou 3 cigarettes par jour. Et on voit bien que selon le niveau de précision dont on dispose, on va pouvoir se poser certaines questions ou ne pas se les poser. Alors, je vais commencer par un premier contexte d'usage évidemment central, hein, qui est celui du dossier patient, au sens le premier du terme, hein, c'est-à-dire y compris celui qui peut être réalisé par le médecin généraliste dans le cabinet. Je voudrais insister sur le fait que les données qui sont collectées dans ce dossier patient ont pour objectif de faire en sorte que dans le futur, les besoins futurs du patient puissent être pris en charge le mieux possible. Autrement dit, il y a toujours des incertitudes, ou en tout cas souvent des incertitudes quand on a une décision à prendre. Et le fait d'avoir des informations sur ce qui s'est passé avant permet de résoudre ces incertitudes, ou en tout cas de les résoudre ou de les diminuer. Et donc, finalement, l'information dans le dossier, les données de santé qui sont dans ce dossier sont collectées à cette fin. Elles sont rédigées par un professionnel expert et le plus souvent, elles sont rédigées pour un professionnel expert, soit le même médecin quand il va consulter son dossier une deuxième fois, soit un autre professionnel d'une autre compétence. Et ces aspects sont très importants. Il y a un travail qui avait été fait par des sociologues au début des années 60, justement sur ces données de santé, et ils avaient de façon un peu provocante intitulé leur article des bonnes raisons organisationnelles pour le fait d'avoir des mauvaises données cliniques. C'est-à-dire, on peut penser que les dossiers sont mal rédigés, mais en fait, ils sont rédigés de façon pertinente pour l'usage pour lesquels ils sont envisagés. Alors, autre contexte aujourd'hui assez fréquent, ce que j'ai appelé ici dossier médical, mais ce sur quoi je voulais insister ici, c'est toutes ces collectes d'informations qui visent à organiser un parcours de soins qui est de plus en plus complexe parce qu'il va faire intervenir des professionnels de compétences variées, aussi bien d'ailleurs cliniciens que non cliniciens. Et donc, dans ce dossier, les informations vont être collectées pour, en plus d'améliorer la décision future, de faciliter dès aujourd'hui, dans le présent, les différentes tâches des professionnels qui vont avoir à intervenir. Et donc, ce sont des informations qui sont rédigées par des professionnels, toujours, mais pour des professionnels qui peuvent avoir une expertise variée. Par exemple, un anatomopathologiste ou un biologiste médical, quand il va faire son compte-rendu, le fait qu'il soit lu par un oncologue, par exemple, qui n'aura pas exactement la même expertise que la sienne, va bien sûr le conduire à rédiger son compte-rendu de façon différente qu'il aurait pu le faire si c'était pour un confrère d'expertise similaire. Alors, j'en viens maintenant à des données qui sont collectées dans le cadre de la recherche. Et pour illustrer ce point, je vais prendre un exemple qui est celui de la cohorte Constance. Alors, cette cohorte est une cohorte nationale financée par le gouvernement français et gérée par des collègues de l'INSERM et qui repose sur un échantillon de 200 000 participants qui ont été tirés au sort dans différents départements français, qui sont tous âgés au moment de l'entrée dans l'enquête entre 18 et 69 ans et pour lesquels, en tout cas pour certains d'entre eux, des échantillons biologiques ont été collectés. Alors, pourquoi ce recueil de données dans le cadre de cette cohorte? Eh bien, pour deux objectifs. Le premier étant de faciliter la recherche
dans différentes disciplines de la santé publique, et notamment une attention particulière est portée aux questions de vieillissement, de maladies chroniques, et à la question des déterminants sociaux et professionnels de la santé. Et vous verrez que ces questions impactent les questions que l'on se pose, donc les données qu'on va essayer de collecter. Et puis le deuxième objectif est celui d'avoir des données pour informer sur l'état de santé de la population. Et là, c'est pareil, il s'agit de décrire la santé, mais aussi d'essayer d'identifier des facteurs de risque de l'évolution de la santé. Alors, quel type de données sont récoltées dans cette cohorte? Eh bien, il y a des données mesurées directement, des paramètres biologiques, par exemple. Il y a des données d'électrocardiogramme, il y a aussi des données cliniques qui sont collectées par des cliniciens. Et puis, il y a toute une série de données sur questionnaires qui vont de mesures de capacité visuelle à des questions d'exposition professionnelle, au bruit, ou encore les facteurs psychosociaux du travail. Et là, on voit bien que ces questions sont posées parce que la question des facteurs professionnels est une question au cœur de l'enquête. Et il y a aussi des données quantitatives sur l'alimentation ou encore sur la consommation de tabac. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Les épidémiologistes qui conçoivent ces enquêtes et ces questionnaires, au moment où ils posent les questions, ils ont en tête les types d'analyses qui seront possibles ou non en fonction de la façon dont la question est posée et donc de la façon dont la donnée est construite elle-même. Donc il s'agit dans ce cas, bien sûr, de données qui sont collectées pour répondre à des questions de recherche, à des séries de questions. Bien sûr, on ne connaît pas encore toutes les questions précises qu'on va vouloir se poser. Et puis, ce sont des données qui sont collectées de façon standardisée et précise, le plus précise possible, parce que l'objectif de ces données, dès le départ, c'est de pouvoir comparer entre les individus, agréger ces données pour produire des données pour produire des savoirs sur la base de ces agrégations de données. Et enfin, le dernier type de données dont je voulais parler, ce sont ce qu'on appelle les données médico-économiques. Alors, il y a deux grands types de données aujourd'hui en France, qui sont celles qui sont produites par l'assurance maladie. Et c'est une base de données qui a été mise en place à partir de 1998, dans laquelle on trouve tous les actes de soins qui ont été remboursés par l'assurance maladie. Donc, aussi bien les médicaments que les actes d'analyse biologique, que les consultations par des médecins ou par des personnels paramédicaux. L'autre grande base de données, donc, c'est une base de données hospitalière dans laquelle sont consignées toutes les données relatives au séjour hospitalier, mais également au séjour aux hospitalisations à domicile. Et alors, ce qui est important dans ces données médico-économiques, c'est ces bases de données ont été mises en place pour des questions de contrôle médico-économique, pour suivre la consommation de soins, pour suivre le budget de l'assurance maladie, dans l'idée, bien sûr, de maîtriser les coûts, mais aussi d'améliorer les formes de prise en charge, et dans le cas des hôpitaux, pour calculer la dotation hospitalière. Et donc, combien d'argent on va donner aux hôpitaux, le lien est très fort avec la tarification à l'acte. Mais si j'insiste là-dessus, c'est parce que le type de données qu'on va trouver dans ce fichier, le PNSI, ce fichier d'hospitalisation, eh bien, ce sont des données qui sont construites pour répondre à ces questions médico-économique. On ne va pas avoir un détail de tout ce qui s'est passé. Il y a des grandes catégories qui ont été construites pour décrire des séjours types en fonction des coûts estimés. Donc, on n'est pas du tout dans le même type de données que celles qu'on va trouver dans un dossier médical. Et en particulier, il n'y a pas d'informations cliniques précises qui soient directement disponibles. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas en récupérer une partie de cette information, mais la donnée n'est pas construite comme ça. Donc voilà 4 types de données qui sont couramment produites et qui sont toutes des données de santé. Mais ce sur quoi je voulais insister, c'est que la valeur de ces données, les capacités qui sont dans ces données, sont en partie liées, aux conditions de collecte des données, parce que ces données sont toujours, ou en tout cas souvent, dépendantes de la personne professionnelle qui les a produites, qui a pris soin de ces données. Ce que je veux dire par prendre soin, c'est-à-dire qui a fait attention aux erreurs ou pas, qui a fait attention à la qualité de ces données,
Et bien sûr, la valeur dépend des raisons qui ont conduit à produire ces données. Donc, ce ne sont pas toujours des données qu'on pourrait qualifier d'actuaires, c'est-à-dire comme les données qui sont parfois utilisées dans les polices d'assurance pour faire des calculs de police d'assurance et qui sont des chiffres qui peuvent circuler comme ça, indépendamment du contexte de production. Ce n'est pas toujours le cas. C'est le cas de certaines données, bien sûr, mais très souvent en santé, ce n'est pas spécifique à la santé, mais c'est particulier à la santé, ces données sont liées au contexte de production. Pour autant, et c'est un enjeu que nous discutons dans ces séminaires, depuis plusieurs années, il y a des politiques nationales, des politiques européennes, des politiques d'institutions aussi, pour ouvrir et faciliter l'accès à ces données, donc c'est ces politiques en anglais d'open data, avec vraiment l'intention de favoriser l'accès à toutes ces données de santé, dans l'objectif d'améliorer les soins. C'est évidemment un objectif central. D'améliorer les soins aujourd'hui, d'améliorer aussi les soins de demain, donc de permettre à la recherche de se déployer, de permettre à l'innovation aussi de se déployer. Et c'est de plus en plus un moteur important. Il y a des enjeux aussi de développement de l'économie du secteur biomédical pour que ça infuse dans l'innovation, mais de façon plus générale comme un enjeu économique. Alors, je vais insister sur quelques aspects de ces politiques. Un premier aspect, c'est déjà d'essayer de permettre de mieux exploiter les données disponibles. Parce que je vous ai dit, par exemple, que les données de l'assurance maladie ou que les données hospitalières sont produites pour à visée médico-économique. Mais pour autant, on peut faire beaucoup d'analyses sur les parcours de soins, sur l'état de santé des individus, en fonction des analyses qu'ils ont eues ou pas. Et c'est la raison pour laquelle, dès 2007, le gouvernement en France a mis en place un Institut national des données de santé qui regroupe ces données de l'assurance maladie et ces données hospitalières, avec comme mission donnée à l'Institut de faciliter l'accès à ces données pour essayer de répondre à des questions nouvelles que les chercheurs ou d'ailleurs les industriels peuvent se poser. Un autre élément qui est également très développé, c'est le fait de faciliter le croisement entre des bases de données. Et par exemple, les collègues de la cohorte Constance, dont je parlais tout à l'heure, eh bien, ont réussi à faire en sorte que pour les 200 000 personnes qui sont dans l'enquête Constance, ils ont accès aux données de l'assurance maladie, aux données hospitalières et aussi aux données de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, parce que ça permet de reconstruire les parcours professionnels des personnes. Et le fait de croiser ces données augmente l'information qu'on a sur chaque personne et donc la qualité des données et la diversité des questions auxquelles on peut espérer répondre. Plus récemment, il y a une politique nationale qui a été mise en place pour développer ce qui a été appelé le Health Data Hub. On est passé à l'anglais à cette occasion. C'est en fait le principe de l'Institut national des données de santé dont je viens de parler, mais qui est élargi puisque le Health Data Hub doit permettre de faciliter l'accès aux données de l'assurance maladie, aux données hospitalières, mais également à des données de registres épidémiologiques, à des données pharmaceutiques, et y compris à terme à des données de recherche et de grandes cohortes nationales. Donc là, c'est pareil, c'est cette idée qu'en reliant entre elles, en interconnectant des bases de données, on va pouvoir produire des informations plus riches. Et puis enfin, le dernier aspect qui est aujourd'hui développé, c'est celui d'essayer de rendre, dès les étapes du soin, la production de données accessible et adaptée à la recherche. Et alors ça, c'est ce que font un certain nombre d'hôpitaux, hein, bien sûr, mais au niveau national, il y a un plan qui a été lancé en 2016, voilà, qui s'appelle le plan France Médecine Génomique 2025 et qui vise à permettre, dans le cadre du soin, le séquençage entier de l'ADN d'une personne, si ça peut être utile à sa prise en charge. Et donc là, voilà, aujourd'hui, il y a des patients atteints de cancer, de maladies rares et parfois, et à terme d'autres maladies qui bénéficient de ce séquençage entier de leur génome dans le cadre du soin. Mais évidemment, il y a beaucoup d'incertitudes. Et donc, ces données, au moment de la collecte, sont pensées pour être produites à la fois pour le soin et pour la recherche, puisqu'il y a une grande base de données nationale qui doit ouvrir normalement
à partir de février 2022, pour pouvoir permettre aux chercheurs de continuer à travailler ces données pour ensuite pouvoir les rendre, obtenir des résultats qui vont améliorer le temps. Donc, on voit bien que la quantité et la diversité de ces bases de données doit permettre, grâce au raffinement des algorithmes de traitement, mais grâce aussi au croisement entre les bases, finalement, de compenser l'hétérogénéité de ces données, sur laquelle j'ai insisté au début, compenser parfois la qualité de ces données pour permettre de répondre plus largement à des questions auxquelles ces données peuvent peut-être répondre. Pour finir, j'insisterai cependant sur quelques-unes des interrogations que pose ce modèle, parce que c'est important de les avoir en tête et de ne pas non plus les sous-estimer, autour de ces politiques d'accès pour produire de nouvelles informations sur la santé. D'abord se posent des questions sur les effets de la centralisation des données, parce que beaucoup de ces bases sont des bases centralisées au niveau national, pas toutes, mais certaines, et donc se posent des questions de sécurité, sécurisation des données, se posent aussi des questions de compétences, de subsidiarité. Ce que je veux dire par là, c'est que produire des données, les analyser, demande des compétences qui sont à cheval entre des compétences statistiques, mathématiques, informatiques, et puis aussi la connaissance de ce qu'il y a vraiment dans les données. Et la question qui se pose, c'est si on centralise beaucoup les données, est-ce qu'on arrive encore à faire vivre ces compétences intermédiaires aussi proches des données que de l'analyse partout sur le territoire. Un autre aspect a trait au surcoût qui est lié au travail nécessaire pour transformer des données cliniques en données pour la recherche. Je l'ai dit, beaucoup de données sont produites pas pour la recherche. Elles peuvent être utilisées pour la recherche, mais il y a un travail à faire pour transformer ces données. Et ce travail, si on veut produire des données de qualité, est un travail important qui nécessite encore une fois de la technicité. Et donc, il y a un véritable enjeu autour de la reconnaissance de ce travail, de l'évaluation de son coût et de fait de penser que ces données ne sont pas simplement des données qui circuleraient comme ça dans l'air, sur des nuages, parce qu'il y a beaucoup de termes qui peuvent laisser penser qu'il y a un petit peu ce côté-là. Et voilà, donc c'est un enjeu important qui va avec ce que certains ont appelé le syndrome GIGO, pour en anglais garbage in, garbage out, qui qualifie des situations où finalement, si on a des mauvaises données au départ, eh ben, on aura des mauvais résultats à la fin. Ce n'est pas les bons algorithmes qui vont pouvoir corriger la qualité des données. Alors, cette question-là, c'est quelque chose qui est présent. Il y a des fois où on arrive à récupérer avec des bons algorithmes une information qui était dégradée, on arrive à la reconstruire, mais c'est toujours un challenge et on n'y arrive pas à tous les coups. Donc, c'est un souci. Et puis, enfin, il y a un dernier élément, c'est qu'on voit bien, je l'ai évoqué à plusieurs reprises, que l'accès à ces données est fait par des chercheurs publics, est fait par des acteurs de la puissance publique, mais il y a aussi des usages privés, pour des raisons d'innovation et d'économie dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais ce brouillage parfois des limites entre usage public et usage privé est susceptible d'interroger, notamment du point de vue des patients ou des bénévoles qui font dans les efforts de recherche. Et sur ce, je m'arrête et je serai ravie de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Alors, il n'y a pas de questions, voilà, c'est un peu comme le premier. Donc voilà. Ah si, il y a une main levée. Et voilà, il y a des mains levées. Alors, je vois. Ah ben, Cyril, c'est un fidèle. Bonjour, je ne sais pas si je suis infidèle, mais bon, j'avais beaucoup apprécié la dernière session, la première session, donc je n'allais pas louper celle-ci. Ma première question, j'en ai quelques-unes, mais ma première, c'est sur le dossier patient dont vous avez parlé. En fait, je voulais savoir, il est où? Il est stocké où? Et est-ce que le patient peut avoir accès à ces données patients? Et ça va rebondir sur ma deuxième question qui a lien avec le RGPD. Puisque du coup, forcément, toute data qui est donnée avec consentement ou pas, c'est pour ça d'ailleurs, parce que quand il va y avoir croisement de data, est-ce que le croisement de data est déjà expliqué au moment du consentement?
pour un respect, du patient et des notions de RGPD. Alors, sur la question du stockage, évidemment, ça dépend du contexte, hein, puisqu'il y a encore des médecins qui stockent leurs dossiers patients dans leur cabinet. J'imagine que vous parlez dans des institutions comme l'Institut Curie, plus précisément. Par exemple, oui, Oui. prenons le cas d'un grand institut, par exemple. Oui. Dans un grand institut, je laisserai Dominique répondre sur le cas de l'Institut Curie, mais il y a partout maintenant des systèmes de centralisation des données de santé qui sont donc organisés au niveau de l'hôpital et qui permettent de collecter toutes ces informations en un seul endroit. Oui, c'est le système d'information hospitalière. Oui, c'est le système d'information qui, au principe, qui est extrêmement protégé. Et il y a une information effectivement sur le RGPD, et on a, peut-être que tu voudras préciser là-dessus, on a une direction de la protection des données. Je ne sais pas si Astrid est en ligne. Non. Oui, peut-être si je peux ajouter un petit mot aussi, parce que je ne l'ai pas dit en introduction, mais c'est vrai que pour préparer, pour organiser cette série de webinaires, on a travaillé avec un petit groupe de patients, mais aussi de personnes, et notamment José Fernandez, que j'ai pas cité tout à l'heure, qui est directeur des données à l'Institut Curie, et également Astrid Fernandez, qui est Astrid Lang, qui est déléguée à la protection des données et qui est responsable de la sécurité des systèmes d'information à l'Institut Curie. Alors après, sur la question de l'encadrement du réusage des données, effectivement, il y a une obligation d'informer les patients et d'avoir le consentement ou la non-opposition. Ça dépend des situations. On ne peut pas, par exemple, de plus en plus d'hôpitaux, de grands hôpitaux, et c'est le cas mettre en place des entrepôts de données dont le principe, c'est d'avoir en fait une copie de la base hospitalière anonymisée, ou en tout cas pseudonymisée, puisque l'anonymisation est compliquée, qui vont pouvoir servir à des visées de recherche. Mais l'inscription, le fait pour un patient de pouvoir que ces données soient réutilisées pour la recherche demande une non-opposition. Il y a une information qui est obligatoire auprès des patients et il faut une non-opposition pour le fait d'être inscrit dans des entrepôts de données. Alors après, il y a des spécificités selon les données, parce que sur les données génétiques, par exemple, là, la loi française est beaucoup plus stricte, et là, il faut un consentement explicite. Exactement. Et par exemple, à l'Institut Curie, mais c'est semblable, superposable dans d'autres structures de soins, on propose à tous les patients ce qu'on appelle une information sur ce qu'on peut faire des données de santé, qu'elles soient cliniques ou qu'elles soient aussi liées au prélèvement biologique. Et donc, on peut tirer des prélèvements biologiques des données génétiques, notamment qu'elles soient tumorales ou constitutionnelles. Le législateur ne fait pas de différence entre les deux. Et là, donc, pour finalement des recherches que l'on appellera institutionnelles et non interventionnelles, ce ne sont pas des recherches cliniques qui testent tel ou tel médicament, tel ou tel geste. Donc, ces recherches non interventionnelles, eh bien, il y a un consentement et donc à donner. Oui. Ok, je vous remercie beaucoup pour vos éléments de réponse. J'ai posé la question parce qu'en fait, je suis représentant d'une association de patients et en fait, on a souvent, donc on fait du consentement, on va passer une IRM, on fait un examen biologique, on nous demande si on est OK pour que nos données soient utilisées dans le cadre d'une recherche. Évidemment, la plupart des gens, j'imagine, quand on est sur une pathologie chronique, vont dire oui. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment quelle donnée va être diffusée. En fait, on sait qu'on est sur un examen global, on va dire une IRM par exemple, mais derrière, on ne sait pas de l'IRM, qu'est-ce qui va sortir de ces résultats pour être utilisé dans la recherche. Et je pense que le patient, aujourd'hui, rapport à la RGPD ou même par rapport à une version personnelle de la chose, et serait plus en attente d'avoir un peu plus d'informations sur quel type exactement de données vont être utilisées et surtout si lui pourra en avoir en retour. Alors, ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors, il y a la question finalement du fait d'informer précisément sur les recherches qui sont menées avec les données qui sont collectées. Alors, dans le cadre de projets de recherche qui sont menés, parce qu'il y a plusieurs situations. Il y a la situation où vous rentrez dans une recherche au moment où elle est en cours, où elle commence et où les données sont collectées pour la recherche. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. À ce moment-là, les chercheurs qui sont responsables de la recherche peuvent informer directement les patients, ils doivent le faire du reste maintenant,
du protocole de recherche qu'ils vont mettre en place et des questions qui se posent et des résultats qu'ils espèrent avoir. Mais ce qui se passe de façon plus générale, c'est qu'on peut, les données, ou plutôt les entrepôts de données par exemple, sont utilisés pour des questions qu'on ne connaît pas au moment où on va collecter l'information. Donc la question, c'est qu'il faut qu'il y ait des systèmes d'information qui permettent aux patients qui souhaitent avoir cette information de la trouver. Et donc des répertoires de projets de recherche qui sont en cours, qui doivent être rendus accessibles aux patients, par exemple sur les sites internet des entrepôts qui expliquent les projets de recherche qui sont en cours. Et idéalement, à terme, il faudrait que des patients puissent refuser, dans certaines situations, la participation à des projets de recherche quand quand ces projets ne leur conviennent pas. Mais le problème, c'est que pratiquement, par exemple, je donne un exemple. Prends les volontaires de la cohorte Constance, à chaque fois qu'il y a un nouveau projet de recherche qui est lancé, ils en sont informés, et s'ils refusent de participer, leurs données ne sont pas transmises aux chercheurs qui font la recherche. Parce qu'il est estimé que les bénévoles ont le droit de décider de ne pas participer à une recherche quand ils trouvent que les modalités de cette recherche ou les questions qui sont posées ou les acteurs ne leur plaisent pas. C'est beaucoup plus compliqué quand ce sont des grandes données dans un hôpital, par exemple. Mais il peut y avoir des systèmes à réfléchir, à mettre en place, et ce sont des procédures qui sont en test, en évaluation, au-delà de la simple information, même si légalement aujourd'hui, la simple information, quand on ne peut pas faire autrement, suffit d'un point de vue légal. Et effectivement, il y a sur ces recherches ce qu'on appelle non interventionnelles, il y a sur le site de l'Institut Curie, il y a une liste des projets en cours. Et là, il est vrai qu'on n'est pas là dans une information systématique sur tous les nouveaux projets. Ça pourrait s'envisager parce qu'on a de plus en plus connectés. Alors, mais ça, c'est fait aussi via des outils comme MyCurie. Mais voilà, mais ça sous-entend, je reviens sur le fait qu'il y a un site, ça sous-entend qu'il y a quand même une démarche active d'une personne qui a donné son consentement. Aujourd'hui, ce qui est pas idéal, mais voilà, ça devrait s'améliorer avec une connexion quasi universelle. Je me permets juste de relever la main s'il n'y a pas d'autres questions, parce que j'en ai d'autres, mais je ne veux pas monopoliser la parole. Du coup, je me demandais si dans cette procédure, donc dans le phénomène de le process MyCurie, qui est très bien fait d'ailleurs pour l'avoir vu, est-ce que vous avez intégré des patients experts pour avoir justement le retour et la vision du patient vis-à-vis de comment c'est fait, comment les choses évoluent, comment les choses avancent, comment les données sont partagées? Est-ce que le patient est interrogé là-dessus, et du coup utiliser les patients experts? Alors, je ne sais pas il me semble que j'ai vu qu'Alain Gubartowski s'était connecté, je ne sais pas s'il l'est encore, parce que c'est lui le père de MyCurie. Manifestement, non, il s'est déconnecté. Je ne veux pas répondre à sa place, je ne veux pas répondre. Je pense qu'il y a une consultation, mais je dirais des patients de façon générale, ou des enquêtes de satisfaction. Mais je ne peux pas vous dire plus, mais je note la question, on va vous répondre. Oui, parce que je pense que la notion de patient expert, qui est assez nouveau finalement, qui est assez nouvelle, pardon, en France, si on compare avec le Canada et tout ça, qui vraiment se développe à fond. Hein, l'université des patients à la Sorbonne fait chaque année des sessions, effectivement pas très grandes, il y a une vingtaine de personnes, mais qui sont vraiment des personnes du coup très impliquées tant par leur pathologie, par leur investissement qui justement, dans toutes ces gouvernances, dans toutes ces activités sur la recherche et sur la santé de demain, pourraient être tout à fait pertinentes, à mon sens. Vous avez tout à fait raison, c'est vraiment ce mouvement de démocratie en santé qui devient vraiment une réalité. Et donc, je reviens sur ce que j'ai dit, l'Institut Curie a des patients experts dans le cadre de l'enfant hospitalier. Maintenant, leur place spécifique dans MyCurie, c'est là où je ne peux pas répondre. Voilà. D'accord.
Et nous devons en plus à ces patients experts, qui ne sont pas forcément les patients experts du comité de Curie, mais dans le cadre du CIRIC, nous devons à ces patients experts d'avoir cette discussion aujourd'hui, en fait. Exactement. Oui, mais justement, les CIRIC, donc moi je suis sur Montpellier, les CIRIC actuellement, je sais pas le CIRIC à Curie, mais sont de plus en plus en train justement d'essayer de recruter des patients dans le cadre de leur gouvernance. Bon, bah, de toute manière, les CIRIC vont être renouvelés, enfin il y a une demande là très bientôt là, et donc il y a une vraie demande de patients experts, et je pense qu'effectivement ça fait vraiment sens. Et sur le quatrième point, si je me trompe pas, du renouvellement des CIRIC, qui est pour bientôt, ça fait, c'était une des demandes quoi, du dossier. Oui, l'axe démocratie en santé a été clairement affiché dans l'appel à projet du CIRIC précédent, qui fait que nous sommes là. Et ben, probablement, bien sûr, parce que c'est une dynamique, va être renforcée. Ok, super, merci beaucoup. Après, je note deux petites questions. Je vais prendre une question, Cyril, excusez-moi. Ouais. Non, tout à fait. Sur la question de la monétisation de l'accès aux données croisées de l'ENS. C'est-à-dire l'accès lui-même aux données. Alors, en fait, maintenant, c'est plus l'INDS, c'est le Health Data Hub qui gère ces données de l'assurance maladie et ces données du hospitalière en attente d'un élargissement des données. Ces données sont accessibles gratuitement pour les chercheurs publics. Et la question du coût d'accès à ces données pour des acteurs privés est en cours à ma connaissance, alors je ne suis pas experte, je ne travaille pas au Alzheimer, est en cours d'évaluation. Ce dont j'ai entendu parler, c'est non pas de monétiser l'accès aux données pour les données, mais de monétiser éventuellement les coûts qui sont associés à l'organisation de cet accès aux données. Parce qu'il y a quand même beaucoup de travail, je l'ai évoqué tout à l'heure, autour de la production des données, mais aussi de la circulation, du contrôle, etc. de ces données. L'idée qu'il y a derrière, c'est que c'est un patrimoine national qui doit pouvoir également être rendu accessible aux acteurs privés. Mais c'est une question qui n'est pas simple, évidemment, et la question de est-ce que les acteurs privés doivent payer et combien, surtout si derrière, après, il y a des innovations qui vont rapporter des sommes importantes, se pose. Il y a une question. J'ai été soignée d'un cancer du sein acquis en 2018. Que dois-je faire pour recevoir le double intégral de mon dossier? Alors, c'est tout à fait possible. C'est un droit d'avoir accès à son dossier médical. Je suis bien en peine néanmoins de vous donner aujourd'hui exactement l'adresse du site, le numéro de téléphone, ce qu'il faut, mais je m'engage à trouver la procédure. Voilà. Et c'est donc, vous avez un droit d'accès et je dirais la restitution de l'accès à votre dossier sera aussi accompagné. Vous serez accompagné dans sa lecture. Et dans sa lecture et dans ses copies, bien sûr, que vous garderez. On a Monsieur Souchet, je crois que c'est Henri qui était. Oui, merci, voilà. Merci de me donner la parole. Henri Souchet, donc de GE Healthcare. Je voulais savoir, selon vous, les obstacles à l'obtention du consentement du patient pour la mise à disposition de ces données pour la recherche. Selon vous, est-ce qu'il y a des obstacles techniques? Est-ce que c'est des obstacles plutôt éthiques? Comment est-ce que vous voyez ça? Moi, je vais lui apporter quelques éléments. Après, je n'ai pas du tout la prétention à répondre à tout, mais un vrai consentement, c'est un consentement qui est vraiment éclairé, c'est-à-dire le fait d'avoir le temps de pouvoir exposer précisément aux personnes, de répondre éventuellement à leurs questions, et de faire en sorte que l'information qu'il leur est donnée leur soit vraiment accessible et qu'on n'ait pas juste quelque chose d'un peu administratif où on délivre l'information parce qu'on est obligé de la délivrer et que le patient, de toute façon, impressionné par le personnel médical la personne, quelque médecin d'ailleurs ou pas, mais accepte sans forcément avoir bien consenti au sens de compris et librement, ou en tout cas suffisamment librement accepté.
Donc, de ce point de vue-là, c'est une question éthique, mais c'est aussi une question organisationnelle, hein, c'est aussi une question économique. Finalement, quand on fait signer plein de consentements dans des cadres de soins, eh ben, il faut du temps pour le faire bien, et ce temps n'est pas toujours disponible, et c'est une question qui n'est pas à négliger du point de vue du respect fondamental, finalement, du consentement, enfin, du sens premier du consentement du patient. Et donc, est-ce qu'il n'y aurait pas lieu à ce moment-là de s'adresser à une population plus large plutôt que s'adresser à des gens qui sont stressés par leur maladie? Alors, oui, bien sûr, c'est toujours mieux de s'adresser à des gens guéris ou pas encore malades, mais sauf que si on veut faire un travail de recherche pour mieux comprendre une maladie, c'est compliqué de travailler seulement sur ce type d'échantillon. Donc, on a quand même besoin d'avoir accès à des patients, mais ça pose quand même profondément la question de l'entremêlement entre recherche et soins. C'est-à-dire, bien sûr, il y a un impératif de soins, il y a une volonté d'améliorer ce soin par la recherche, mais il y a un déséquilibre à trouver pour que le respect de la situation des patients soit pris en compte. Merci. J'avais une question, je ne vois pas d'autres mains se lever, mais n'hésitez pas. Il y a une question dans le chat. Ah. Jeanne, alors, pouvez-vous en dire davantage sur cette base prévue en 2022? Alors là, on parle de la base, c'est la base du plan France Médecine Génomique, donc qui s'appelle le collecteur analyseur de données, qui est donc en cours de développement et qui va centraliser toutes les informations, enfin, qui va centraliser les informations qui sont aujourd'hui produites par les deux plateformes nationales qui sont financées dans le cadre du plan France Médecine Génomique. Il y en a une donc région parisienne, enfin, à Paris, et une à Lyon. Et qui, donc c'est des plateformes qui séquencent tout le génome des personnes, donc soit leur génome et aussi le génome de leur tumeur. Éventuellement, pour les maladies rares, il peut y avoir les parents. Donc, il y a ces informations strictement, je dirais, génétiques, au sens de séquence génétique. Et puis, comme c'est dans le cadre du soin, pour faire sens de ces données génétiques, les médecins, les biologistes ont besoin de données cliniques, de données sur l'état de la maladie, sur la maladie elle-même, sur éventuellement l'histoire familiale de la maladie. Et donc, ces données sont également versées utilisées sur la plateforme pour interpréter les données génétiques dans le cadre du soin. Et donc, ce sont ces données qui seront centralisées dans le collecteur analyseur de données. Et là, il y a une procédure d'accès à ces données qui a été mise en place. Et donc, l'accès à ces données ne pourra se faire que, bien sûr, lorsque toutes les autorisations éthiques et de protection des données auront été données aux équipes de recherche. Mais il y a aussi un comité scientifique et éthique qui a été mis en place pour évaluer la qualité des projets. L'idée étant qu'on un des enjeux éthiques d'accès à ces données, c'est aussi d'assurer qu'il y a des vraies questions scientifiques qui sont posées et que les questions disponibles sont susceptibles d'apporter des réponses à ces questions et de ne pas ouvrir finalement l'accès à ces données de façon incontrôlée. Donc ça, c'est un premier aspect. Et le deuxième aspect, enfin, j'aurais dû commencer par celui-là, bien sûr, c'est la question de la sécurisation. Et donc là, il y a un dispositif ad hoc de sécurisation qui a été mis en place et qui est très élevé. Voilà, ça reste des bases de données centralisées. Hein. Donc voilà. Et puis, il faut dire de plus, je sais pas. Il y a d'autres questions plus précises. Alors, il y a une question d'ailleurs par Jeanne qui a posé cette question sur le cadre du plan. Pouvez-vous en dire davantage sur cette. Pourquoi les données doivent. Vous dites que les données doivent être transformées. Pourquoi? Alors, par exemple, si on prend dans le cadre du plan, comment on fait pour interpréter des données génétiques avec des données sur la maladie. Donc, quand un médecin va voir un patient, il va faire un compte-rendu de clinique, et puis il va y avoir des données complémentaires qui vont être récoltées sur l'histoire de la maladie dans la famille, il va y avoir des données sur l'histoire éventuellement de l'évolution de cette maladie chez la personne qui est en rendez-vous. Et donc,
il y a des informations qui vont faire l'objet de compte rendu, de prise de décision clinique. Mais ensuite, pour tout ce qui est la phase d'interprétation des données produites sur l'ADN, eh bien, en fait, ce n'est pas toutes ces données écrites et produites par les cliniciens qui sont envoyées à la plateforme. En fait, il faut passer par un système de standardisation d'informations, c'est-à-dire qu'il y a des assistants de prescription qui ont été embauchés, qui vont l'être, et dont le travail est de transformer ces informations produites par les médecins dans un format informatique, mais aussi un format de standardisation de catégories qui va pouvoir être utilisé après pour l'interprétation des données. Donc on voit, c'est ça que je veux dire par travail de transformation. C'est-à-dire l'information produite au départ, elle est foisonnante, elle a plein d'objectifs, et notamment des objectifs directement de prise en charge des patients. Et ensuite, quand on veut faire une interprétation génétique, ce n'est pas toute cette information qu'on va utiliser. On va l'utiliser de certaines façons, et c'est ça dont on a besoin. Et pour ça, il y a un travail de transformation. Mais je laisse Dominique compléter si... Non, je pense que tu as été extrêmement précis. Peut-être une dernière question. Avez-vous une idée de la position de la France au niveau mondial, au moins européen, concernant cette thématique alors, j'aurais pu avoir complètement cette thématique de la... Ah oui, la fiche, voilà. Cette thématique de collecte, partage de données, voilà. nous en avance ou dans la course ou Voilà. Moi, je peux donner mon avis. Je pense que je n'ai pas les courses. Je pense qu'il y a des enjeux de sécurisation, de respect, de normes éthiques et également de décision sur ce qu'on partage et sur ce qu'on préfère ne pas partager, ou en tout cas sur les conditions précises dans lesquelles on pense qu'il faut partager, parce qu'il y a des enjeux de confiance qui sont énormes. Et si c'est extrêmement rapide de casser la confiance dans la recherche. Et si on va trop vite et si on fait des choses parce que les autres l'ont fait et qu'il faut absolument copier, on risque de mettre en place des procédures qui seront faites trop rapidement et qui risquent de casser vraiment la confiance. Donc moi, je pense que ce n'est pas un enjeu de rapidité, c'est un enjeu de comment on fait bien les choses et comment on essaie de tenir ensemble des enjeux qui sont parfois contradictoires. On veut faire plus circuler les données, mais en même temps, c'est pas si tant que ça, il y a du travail, il y a un coût, pourquoi on veut le faire, est-ce que ça va vraiment améliorer la santé, est-ce que l'argent qu'on va mettre là-dedans, il ne faut pas aussi le prendre ailleurs. Enfin, il y a des arbitrages à faire, et si on veut avoir le meilleur de cette transformation numérique des données de santé, il faut prendre le temps de le faire correctement. Donc bien sûr, il ne s'agit pas de perdre son temps, il s'agit de faire les choses, je pense, le plus correctement possible. Donc moi, je ne répondrai pas comme ça. Non pas que je fuis la question, mais je pense que ce n'est pas une question de course, c'est une question de qualité. Comme tout à l'heure, on a parlé de qualité de données, je pense qu'il y a une qualité des conditions du partage et de la mise en circulation. Extrêmement sage, quand même. Et c'est vrai qu'on nous reproche, notamment les collègues américains, nous reprochent beaucoup le RGPD en Europe. Ils disent, mais quand est-ce que vous allez arrêter ce RGPD qui bloque la recherche, etc. Mais je crois que tu as tout à fait raison de poser la question en termes de sécurité, de loyauté, de lien de confiance qui est essentiel de maintenir. La confiance, une fois qu'elle est cassée, c'est extrêmement compliqué de la reconstruire. On a bien vu dans les pics de crise qu'on a traversés à quel point la confiance dans la recherche a été mise à rude épreuve quand il y avait des événements critiques. Et on n'est pas à l'abri de catastrophes autour des données. Et si on a mal pensé les dispositifs, voilà. Très bien. Alors peut-être une dernière question de celui qui a commencé. J'ai une question sur le Health Data Hub. Oui, donc de ce que j'ai retenu du dernier webinaire qui était très bien sur le Health Data Hub, c'est 9 unités qui sont connectées et qui échangent toutes leurs données. Mais vous venez de parler justement de Oragen et de Sequoia, donc les deux plateformes de France Génomique 2025, qui ne semblent pas être impliquées dans ce Health Data Hub initialement. Est-ce qu'elles vont l'être? Est-ce que les datas seront directement partagées et dans un sens et dans l'autre pour tout ce consortium? Et est-ce que la recherche publique, il y aura aussi accès? Et du coup, sous quels critères, protocoles, autorisation? Alors, au départ, il était question que les données du plan France Médecine Génomique soient directement dans le Data Hub, mais pour le moment, c'est pas pensé comme ça.
Ça ne veut pas dire qu'à terme, ça ne pourrait pas évoluer, mais ce n'est pas pensé comme ça. Et encore une fois, c'est la question de la confiance et de la sécurisation et des procédures précises qui vont permettre de contrôler l'accès à ces données. Et donc, pour le moment, le ministère de la Santé et l'INSERM, qui sont en charge de l'organisation de ce collecteur analyseur de données, ont mis en place une procédure qui est indépendante du Health Data Hub. Et dans un premier temps, l'accès aux données ne sera ouvert qu'aux chercheurs publics. Ça, à terme, ça va s'ouvrir aux acteurs privés, mais pour le moment, la procédure n'est pas encore mise en place. Donc, tout ça, c'est des procédures en évolution parce qu'on marche, je reviens sur ce que je disais, mais on marche vraiment sur des œufs parce qu'on parle quand même de gros fichiers de données génétiques, donc une sensibilité potentiellement très forte. Et donc, c'est des pas qui sont faits en regardant, on pense que c'est bien de faire comme ça, est-ce que ça freine pas trop, mais est-ce que ça permet quand même de sécuriser et comment en parallèle se développera le hub en fonction de l'évolution effective des procédures du Health Data Hub, de la capacité effective à contrôler l'accès, etc. Peut-être que ça pourra être ouvert à terme aux données de génomique, mais pour le moment, je pense qu'on est à un stade où c'est trop précoce pour que ça se fasse. Et du coup, on n'est pas du tout sur un modèle comme fait ou a fait l'Islande, typiquement, où ils ont décidé de génotyper absolument toute leur population et de croiser toutes les datas. C'est pas du tout le modèle qui a été adopté pour le moment et c'est pas comme ça que la procédure est pensée. Mais encore une fois, à terme, si tous les gages d'abord de sécurisation, d'acceptation des personnes, des personnes concernées, mais aussi de la population de façon un peu plus générale, parce que le problème avec la génétique, c'est que quand on a son ADN, on a aussi celui de ses apparentés. Donc, c'est pas qu'une question strictement individuelle. Si on arrivait d'ici quelques temps à un consensus sociétal autour de ce partage, on pourrait tout à fait mettre en place des chaînages avec les autres données qui permettraient d'accéder à ça. C'est pensable. Dans le plan et le cadre, j'ai compris que l'idée était de faire une sorte de bulle à l'intérieur des données, bulle dans laquelle seraient les données d'intérêt pour la recherche, pour une recherche donnée. Et ce serait donc dans cette bulle que travailleraient les chercheurs. On mettrait dans la bulle les données génétiques, les données cliniques associées, mais ça veut dire que dans cette conception, les données ne sortiraient pas. C'est le chercheur qui irait travailler finalement sur place, in silico, dans les données. Tout à fait. Je me trompe? Non, c'est exactement ça. C'est la procédure qui a été mise en place, effectivement. Là, on rentre dans la précision, effectivement. C'est une bulle sécurisée qui est opérée par le CAD, qui est fournie par le CAD. Donc, les chercheurs qui vont vouloir accéder aux données génétiques disponibles dans la base pourront aussi importer certaines de leurs données personnelles pour faire des modélisations, des calculs, des algorithmes d'intelligence artificielle sur les données, mais en restant dans la bulle sécurisée, sans possibilité de télécharger chez eux ces données qui sont jugées beaucoup trop sensibles pour être liées à la sécurisation des dispositifs extérieurs. Je trouve que c'est vraiment une solution intéressante. Alors, il est 24, je propose qu'on s'interrompe, mais bien sûr, nous vous donnons rendez-vous mardi prochain à la même heure, 17h30, et ce sera Quelle protection pour moi? Et donc, nous accueillerons Emmanuel Riel-Sebag. D'ici là, je vous encourage à répondre encore il y a un questionnaire que nous avions mentionné la dernière fois, qui reste sur le site Siri, une quinzaine de minutes pour remplir, et dans lequel justement vous pouvez à la fois vous nous donner vous pouvez vous exprimer. Il y a quelques questions précises où on vous demande qu'est-ce que vous savez autour de vos données, quelles sont vos attentes, et puis bien sûr il y a aussi le texte libre où vous pouvez vous exprimer. Voilà, et puis donc il y a deux questions que j'ai notées et que nous allons revenir, et je pense qu'on les mettra dans le... Comment est-ce qu'on va faire? On va les mettre dans le chat? On peut les mettre dans le chat, on peut réfléchir à mettre des réponses sur le site web. D'accord. N'hésitez pas à retourner voir le site web également, on va l'alimenter, on va pouvoir poster ces vidéos comme nous l'avons indiqué pour qu'elles soient visibles pour les personnes qui n'ont pas pu se connecter. Et on espère pouvoir mettre aussi des compléments d'information par rapport aux discussions qui auront eu lieu ici. Très bien. Merci beaucoup. Merci Catherine. Merci à vous. Et puis donc à mardi prochain. Merci beaucoup.